Bienvenue dans le débat de France 24. C'est un séisme comme la France n'en avait pas connu depuis 16 ans, du moins sur le continent. La terre a tremblé hier midi dans la Drôme et l'Ardèche. Et au-delà des dégâts dans la ville du Teil notamment, ce qui inquiète, c'est l'état de la centrale de Cruas juste à côté. Quand on sait que la France tire les 3/4 de son électricité du nucléaire, on ne peut s'empêcher évidemment de s'interroger sur l'état des 58 réacteurs à travers le pays, leur exposition et leur vulnérabilité en cas de nouveaux risques sismiques. Y a-t-il la possibilité d'un accident nucléaire majeur en France ? On en débat avec vous. Charlotte Mijon, bonjour. Vous êtes porte-parole du réseau Sortir du nucléaire. Face à vous, Valérie Faudon, déléguée générale de la Société française d'énergie nucléaire. Mais d'abord, retour en images sur les événements de ces dernières heures avec Ashrène Verdian. Après le séisme de lundi, aucun panache de vapeur ne s'échappe des tours de refroidissement de la centrale de Cruas. Par précaution, les réacteurs sont arrêtés et un audit approfondi est en cours. Les secousses sont d'ampleur relativement faible, il n'y a pas eu de dégâts. Pour autant, il est nécessaire de vérifier qu'il n'y a pas eu de désordre, notamment dans les parties des installations qui ne sont pas accessibles lorsque le réacteur fonctionne. L'audit a été demandé suite au déclenchement d'une alarme sur l'un des 5 capteurs sismiques. Le site de Cruas a été conçu pour résister à un séisme de 5,2 sur l'échelle de Richter. Celui de lundi était de 5,4, mais l'épicentre se situait à 20 km. La vallée du Rhône fait partie des principales zones sismiques en France. 4 centrales nucléaires y sont implantées. Celle du Tricastin, où la secousse a aussi été ressentie, continue de fonctionner. Il ne faudrait pas faire de réacteurs dans les zones sismiques. Et les plus dangereux, ceux qui sont le plus proches des zones sismiques, c'est la vallée du Rhône et Fessenheim. Alors Fessenheim, on a décidé de l'arrêter, ce qui est une bonne chose. Mais dans la vallée du Rhône, vous avez ce risque. L'accident majeur est possible. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le président de l'autorité de sûreté nucléaire. On a des centrales vieillissantes qui ont duré 40 ans, on les arrête. Il y a tout juste un an, Emmanuel Macron annonçait l'arrêt d'ici 2035 de 14 des 58 réacteurs nucléaires français, dont 4 à 6 d'ici 2030. La centrale de Fessenheim doit quant à elle fermer ses portes à l'été 2020. Les réacteurs de la centrale de Cruas sont donc à l'arrêt depuis hier soir pour un audit approfondi par EDF qui opère la centrale. Redémarrage prévu vendredi. Valérie Faudon, faut-il s'inquiéter ? Non, pas du tout, puisque comme il était bien expliqué dans le reportage, la secousse qui a été ressentie sur la centrale de Cruas était en fait très faible par rapport au dimensionnement de la centrale. Il faut savoir que sur chacun des sites, il y a une étude approfondie qui est faite avec des spécialistes des séismes, à la fois à la conception de l'installation, mais aussi tous les 10 ans. Récemment, ça a été révisé après l'accident au Japon. Et pour vous donner une idée de grandeur, la centrale de Cruas, elle est faite pour résister à une accélération, c'est-à-dire la force de la vibration de 0,3 G. Et le capteur qui s'est déclenché à 0,05 G, soit 6 fois le niveau pour lesquels la centrale est dimensionnée. Donc on est vraiment dans une zone de marge très élevée. Charlotte Mijon, le réseau Sortir du nucléaire lui souligne que la magnitude de ce tremblement de terre est supérieure au séisme majoré de sécurité de 5,2 pour lequel sont construites précisément cette centrale et puis celle de Tricastin qui est située pas très loin, mais là où semble-t-il il n'y a pas eu visiblement de risque avéré hier. Il y a effectivement plusieurs questions qui se posent. Il y a la question du dimensionnement des centrales. Et ce qu'on peut se poser, c'est effectivement le fait que ce séisme était plus important que le séisme majoré de sécurité pour lequel est prévue la centrale. Mais on peut aussi se dire qu'il y a eu d'autres séismes dans la vallée du Rhône qui étaient bien plus puissants que celui-ci et qui n'ont pas été pris en compte à la conception, notamment le séisme de Lambesc qui est arrivé en 1909 et qui était d'une magnitude 6. Vous voulez dire que ça pourrait se reproduire dans cette région ? 46 morts à l'époque. Des événements de cette ampleur sont possibles. Des événements d'une ampleur supérieure sont possibles également. Donc, on ne peut pas exclure ce risque. Il y a la question donc, de la magnitude effectivement ressentie. Puis, il y a aussi des questions de fond par rapport à l'état actuel. Valérie Faudon dit que la magnitude effectivement ressentie est inférieure au seuil de tolérance, d'une certaine manière, de cette centrale. Que répondez-vous ? 6 fois inférieure. Justement, ce que je voudrais répondre également, c'est qu'il y a certes ces chiffres-là, mais ce sur quoi il ne faut pas détourner l'attention, c'est un problème de fond. C'est-à-dire qu'on n'en finit pas de découvrir des anomalies de non-tenue au séisme
sur l'ensemble du parc nucléaire français, c'est-à-dire que différentes pièces ne tiendraient pas au séisme pour lesquels elles ont été conçues. Si, c'est recensé. Ça a été le cas de cette centrale d'après vous, oui. L'enceinte de confinement, est-ce qu'elle est aujourd'hui menacée? C'est celle qui abrite le réacteur nucléaire. En fait, on pense aux gros bâtiments, mais ce n'est pas ça les points de vulnérabilité. Les points de vulnérabilité, ce sont justement les pièces auxquelles on ne pense pas forcément, c'est-à-dire, par exemple, des câbles qui pourraient être sectionnés en cas de choc, des équipements... Les circuits d'alimentation en eau qui refroidissent les réacteurs, notamment. C'est ça, exactement. Vous allez répondre. Non, mais justement, je voudrais compléter. Il y a eu notamment un problème à Cruas il y a quelques années, où on a observé que les tuyauteries des stations de pompage de l'eau dans le Rhône pour refroidir le réacteur étaient tellement corrodées qu'elles n'auraient pas tenu à un séisme. Donc en fait, ça pose une question générale d'entretien des installations comme le disait, effectivement, et de capacité. Comme le disait le spécialiste, il ne faudrait pas construire tout simplement dans les zones sismiques. C'est ce que vous dites aussi. Effectivement. Et ça pose la question de la capacité d'EDF, d'une part, à estimer la réalité du risque, d'une part, d'autre part, à effectivement détecter ces non tenus au séisme et d'effectuer les réparations nécessaires. Valérie Faudon. Je voudrais vous expliquer comment ça se passe en fait pour faire ces fameuses études de résistance au tremblement de terre. Donc jusqu'à présent, ce qu'on faisait, c'est qu'on estimait le plus grand tremblement de terre qui avait eu lieu dans la région depuis 1000 ans. Alors pour ça, on dispose de documents historiques, par exemple, en telle année, il y a un clocher qui est tombé, etc. Et par rapport à ce plus grand séisme depuis 1000 ans, on rajoute un facteur pour amplifier ce séisme, et c'est là qu'on arrive au fameux séisme. Mais alors pourquoi le séisme majoré de sécurité est de 5,2 seulement pour ces centrales, alors qu'on est à 5,4 hier? Parce que ce qui compte, ce n'est pas l'échelle de Richter. Ce qui compte, c'est la vibration ressentie sous la centrale. Et ces facteurs, il y a 3 grands facteurs. Imaginez que l'épicentre soit sous la centrale. Il y a la force du séisme, en fait. Donc, ce que mesure l'échelle de Richter, elle mesure l'énergie qui a été libérée. Ça, les 5,4 mesurés hier. Où est l'épicentre par rapport à la centrale? À quelle on est qu'à une dizaine de kilomètres. Et aussi la nature du terrain. Et c'est ça qui permet de définir cette accélération que doit supporter la centrale et pour laquelle Donc vous n'êtes pas inquiet du fait que le village du Teil, situé à une dizaine de kilomètres seulement, a été détruit en partie, mais que la centrale, elle, parce que l'exigence sur les centrales nucléaires est bien supérieure aujourd'hui à ceux du bâti. L'autre chose que je voulais dire et qui est vraiment très importante, c'est que donc depuis Fukushima, non seulement maintenant on regarde les 1000 ans, mais on regarde avec des études de probabilité 20 000 ans de séisme dans la région. Donc on est vraiment sur des études extrêmement d'un point de vue statistique, on se blinde au maximum. Voilà. Et le dernier point aussi qui est extrêmement important, c'est que, et ça je ne peux pas le laisser dire, c'est que l'autorité de sûreté en France, elle a énormément de pouvoir. En particulier, elle a le pouvoir très important de demander l'arrêt d'une installation nucléaire si elle pense qu'une installation... Sauf qu'en Fessenheim, pour l'instant, ça n'a pas été décidé. Pas du tout. Alors, ce n'est pas du tout l'autorité de sûreté qui a décidé l'arrêt de Fessenheim. C'est la décision politique. C'est une décision politique, absolument. Parce que, au contraire, l'autorité de sûreté donc ça veut dire qu'on a un parc nucléaire en France qui est totalement sûr, y compris Fessenheim. Parce qu'il est contrôlé. On va voir la carte, quand même, la carte des risques de séisme en France. Je voudrais revenir sur ce point-là. Vous dites que l'autorité de sûreté nucléaire peut faire arrêter une centrale. Effectivement. Alors... un risque parfaitement maîtrisé, non. Je voudrais revenir sur on voit quand même que Fessenheim, pardonnez-moi, est situé en pleine zone rouge, comme on dit, celle qui présente un risque sismique moyen. Alors moyen, ça veut pas dire évidemment élevé, mais néanmoins on voit qu'il y a quand même un risque. Et de l'avis de la plupart des spécialistes, c'est cette centrale qui est la plus exposée aujourd'hui au risque, Valérie Faudon. Absolument, et c'est pour ça qu'il y a eu des moyens mis en œuvre sur la centrale pour qu'elle puisse résister à des tremblements de terre importants. Vous savez, la maîtrise du risque sismique, c'est quelque chose que l'industrie nucléaire connaît bien. Et d'ailleurs, à Fukushima, il faut rappeler, à Fukushima, il y a eu un tremblement de terre de niveau 9. Donc rien à voir avec le tremblement de terre à suivi d'un tsunami. Suivi d'un tsunami. Et toutes les centrales japonaises ont résisté au tremblement de terre. Donc ce sont des techniques qu'on connaît. Il y a beaucoup de R&D dans ce domaine. On prend des maquettes, on les met sur des tables vibrantes, on étudie l'installation. Donc c'est vraiment quelque chose... Sauf que vous êtes un peu jugé parti. Vous dites à la fois, on maîtrise la technologie, on sait faire, circuler, il n'y a rien à voir, les vaches sont bien gardées. Pas du tout, puisqu'en France, il y a une très grande différence entre l'exploitant EDF et l'autorité de sûreté nucléaire, qui est indépendante, totalement indépendante du lobby nucléaire, comme on dit. Donc justement, il n'y a pas jugé parti, il y a vraiment
un vrai réseau de contre-pouvoirs. Charlotte Si Pigeon. vous pensez que tout va bien, alors comment vous expliquez qu'EDF ait mis autant de temps pour réparer la digue du Tricastin? Ça fait depuis fin 99 que l'autorité de sûreté nucléaire demandait à EDF de s'assurer que cette digue tenait bien au séisme. EDF a mis des années et des années. Il a fallu l'accident de Fukushima, il a fallu d'énièmes relances de l'autorité de sûreté nucléaire pour qu'EDF regarde enfin si cette digue pouvait tenir au séisme. Et quand ils s'en sont aperçus, ils ont mis des mois et des mois à avertir l'ASN et il a fallu que l'ASN impose l'arrêt de la centrale du L'autorité de sûreté Tricastin. nucléaire. Oui, il a fallu que l'autorité de sûreté nucléaire impose l'arrêt de la centrale du Tricastin pour que les réparations de la digue soient enfin faites. Ça montre que pour EDF, quoi qu'on en dise, il y a des belles maquettes, tout ça. Mais Ça prouve aussi que l'autorité de sûreté nucléaire a un pouvoir et qu'elle l'applique. mais ça un pouvoir dans une certaine mesure, c'est-à-dire que les je vous demande deux, je vous demande Ça deux, suffit pas. ça prend des années et des années pour être enfin pris en compte. Il a fallu qu'elle l'utilise de manière forte et qu'elle fasse fermer la centrale pour que les réparations soient effectuées. Et quand on dit que EDF prend tout en compte, je suis désolée, mais quand on met autant de temps à effectuer des travaux de réparation sur une digue qui est vulnérable au séisme, eh bien il y a un gros problème. Valérie Faudon, on a traîné les pieds sur Tricastin. Et puis à quoi vont servir ces 3 jours Alors, il y a eu justement beaucoup d'études. à Truas? Et puis voilà, et comment saura-t-on si 3 jours c'est suffisant, s'il ne faut pas aller au-delà? Est-ce qu'il y a un risque d'ailleurs qu'elle soit fermée plus longtemps? Alors, ça, c'est le résultat des inspections qui le déterminera, et c'est encore l'autorité de sûreté qui déterminera s'il y a un risque ou non sur cette centrale. Et ce que je voulais dire sur la centrale du Tricastin, ça montre vraiment que le système fonctionne, puisque sur la centrale du Tricastin, donc l'autorité de sûreté... Pourquoi on a traîné les pieds? Alors, parce qu'il y avait beaucoup d'études qui ont été faites. En particulier, il y a eu la mise en œuvre de ces nouvelles méthodes probabilistes. Et le jour où, du coup, l'autorité de sûreté a décidé qu'il fallait réparer la digue, elle a demandé l'arrêt des 4 réacteurs en attendant les travaux. Donc, il faut savoir que ça a coûté à EDF, on estime à peu près à 200 millions d'euros. C'est ce qu'ils ont déclaré dans leur rapport annuel. Donc, c'est pour vous dire qu'en fait, on a une autorité de sûreté qui a aujourd'hui des pouvoirs extrêmement importants et qu'on ne peut certainement pas accuser de complaisance. Et qu'EDF a pris 4 mois pour informer l'autorité de sûreté nucléaire qu'il y avait ce risque surtout. Charlotte Migeon, vous êtes, comme l'indique le nom de votre ONG, le réseau Sortir du nucléaire, favorable donc à une sortie définitive du nucléaire. Pour autant, où sont aujourd'hui les urgences? Quelles sont les centrales qui, d'après vous, présentent des risques immédiats? Disons que ça, c'est difficile à estimer parce que l'état réel des centrales, il y a plein d'informations qui nous échappent. Ceci dit, il y a plusieurs choses. Il y a effectivement les risques naturels comme le risque sismique qui sont à prendre en compte. Il y a le vieillissement des installations. On sait qu'une certaine partie des réacteurs atteignent leur fin de vie, qu'il y a des équipements comme les cuves des réacteurs qui sont construits, qui ont été conçus pour une durée déterminée et qui peuvent difficilement aller au-delà sans rogner sur les marges de sécurité. Donc la question du vieillissement des réacteurs est à prendre en compte. Donc il y a tous ces facteurs-là. C'est une sortie progressive ou immédiate à laquelle vous appelez? C'est une sortie progressive. Comme le gouvernement finalement qui appelle à réduire la part du nucléaire à 50%. Oui, sauf que le gouvernement, lui, se complaît dans l'inaction et l'attentisme et n'arrête pas de repousser les échéances. Donc on ne peut pas parler de sortie du nucléaire, ni même de réduction de la part du nucléaire de la part de ce gouvernement. C'est son objectif pourtant. Hein. C'est ce qui ne met pas en œuvre. Ce qu'il faut dire, c'est que le parc nucléaire français aujourd'hui, c'est le socle d'approvisionnement bas carbone en électricité bas carbone, c'est-à-dire qui n'émet pas de gaz à effet de serre de la France. C'est ce qui permet à la France d'avoir une empreinte carbone plutôt faible. Absolument, puisque la niveau France d'économie est le pays comparable. le moins émetteur par habitant de tous les grands pays industriels. Et l'autre chose, le point qui est extrêmement important, c'est que donc on va arrêter Fessenheim pour des raisons politiques, comme vous l'avez dit, et en même temps, en janvier 2020... Uniquement pour des raisons politiques. Il n'y a aucun doute sur la puisque l'année dernière, l'autorité de sûreté nucléaire a jugé la sûreté satisfaisante sur l'ensemble du parc, y compris sur Fessenheim, qui est toujours très bien noté. Vous dites zéro carbone, y compris l'extraction d'uranium, c'est zéro carbone. Alors on compte en fait l'ensemble du cycle de vie. Donc pour vous donner une idée, le nucléaire émet en France à peu près 6 grammes et le charbon à peu près 1000 grammes. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est quand même très important, puisqu'en même temps qu'on va donc fermer Fessenheim pour des raisons politiques au printemps, il va y avoir une nouvelle centrale à charbon qui va démarrer en Allemagne. Reste la question du retraitement quand même. On n'a toujours pas trouvé la solution idéale du retraitement des déchets nucléaires. Alors si, absolument. Donc on a aujourd'hui toute une filière de gestion, on a une filière de recyclage, on a un projet qui est celui de pouvoir stocker géologiquement donc à Bure, qui est à l'étude depuis plusieurs années et qui rentre dans différentes phases de projet. Et ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, personne ne se plaint des déchets nucléaires. Il n'y a jamais eu de problème de santé avec les déchets nucléaires, alors que
si aujourd'hui l'industrie fossile, l'industrie du charbon, en profondeur, il y a pas vraiment l'industrie du charbon ou du pétrole gérait ses déchets comme le fait l'industrie nucléaire, il n'y aurait ni réchauffement climatique, ni pollution de l'air. Charlotte Migeon. Je ne peux pas laisser dire ça, que personne ne se plaint des déchets nucléaires. Non, mais allez dire ça aux personnes qui sont imposés ces projets de stockage de déchets radioactifs, que personne ne s'en plaint, non. Pas du tout, il y a des concertations qui ont lieu depuis des années dans oui, la des région, concertations. Et la région accueille aujourd'hui ce projet. La région, les officiels de la région, mais je peux vous dire, vous faites des sondages auprès de la population, c'est pas mais du tout ils ont eu lieu parce qu'il y a eu de nombreux débats et de nombreux sondages. Oui, de nombreux débats où la décision était prise avant la conclusion du débat. Donc je suis désolée, mais faire un débat sur un projet qui est déjà sur les rails et qu'on n'envisage pas d'arrêter, il y a quand même un problème. Valérie Faudon, EDF elle-même se lance aujourd'hui dans le renouvelable. N'est-ce pas le signe d'une admission finalement du caractère finalement limité du nucléaire à terme dans les prochaines années? Il y a de nouveaux moyens, je dirais bas carbone ou ferme émetteur de carbone qui se développent, donc c'est normal que le mix se diversifie. Par contre, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'on ne pourra pas assurer à terme, à l'horizon 2050, l'alimentation en électricité bas carbone du pays sans avoir un socle nucléaire. Pourquoi ? C'est parce qu'on a besoin de moyens qui fonctionnent 24 heures sur 24, quelles que soient les températures. Exactement. Les énergies alternatives. C'est faux. Je veux dire, il y a quand même suffisamment de scénarios pour montrer qu'on peut tendre vers le 100% renouvelable à l'échéance 2050. Et je veux dire, le nucléaire émet certes peu de gaz à effet de serre, mais il n'est pas le seul. Et si on prend en compte, face à l'urgence climatique, la question, c'est pas quel moyen émet peu de gaz à effet de serre, mais quel moyen émet peu de gaz à effet de serre et peut être d'une part rapidement déployé, d'autre part à faible coût. Or, lorsqu'on regarde ces deux paramètres-là, et l'EPR de Flamanville en est un exemple flagrant, eh bien le nucléaire est complètement hors jeu. Il y a peut-être il y a peut-être Allez-y, il y a peut-être des scénarios, mais ils sont très contestés. Aujourd'hui, il n'y a aucun pays du monde, sauf des pays qui ont énormément d'hydroélectricité ou des volcans, qui savent décarboner leur électricité sans le nucléaire. Merci Valérie Faudon, merci Charlotte Migeon. C'est la fin de ce débat. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant pour un nouveau journal dans Paris Direct.